Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites face à cette expérience que la pandémie nous a imposée. C'est de cela dont j'aimerais vous parler. Cette pandémie mondiale de Covid-19 nous impose une expérience. Quelle est la nature de cette expérience? Et est-ce que cette expérience nous sera profitable? Commentant ce qui nous arrive dans le Figaro magazine, l'historien Claude Quetel écrivait, je le cite, notre société contemporaine est d'une grande fragilité émotionnelle et psychologique, plus hédoniste, plus individualiste qu'à d'autres périodes de notre histoire. Et quand il arrive un malheur, comme celui qui nous frappe avec le coronavirus, il me semble que l'on passe brutalement d'un excès à l'autre, passant d'une extrême légèreté à un affolement débridé. Il n'est pas dit d'ailleurs que l'expérience passée, nous ne retournions pas à notre légèreté, justement. Interrogeons-nous ensemble sur ce qui nous arrive. Quel est cet événement qui semble fonctionner comme un accélérateur des tendances à l'œuvre dans notre monde? Voici qu'un virus s'est glissé parmi nous et tout est détraqué, écrit Alain Finkielkraut dans le Figaro du 27 mars. Et c'est vrai, confinement, fermeture des frontières, état d'urgence sanitaire, arrêt total du commerce, annonce de mondialisation massive dans l'économie, le choc est immense et les conséquences seront graves et peut-être même dramatiques pour certains et pour certains secteurs de l'économie. Entre 2014 et 2016, l'anthropologue Frédéric Keck a écrit un livre qui va apparaître bientôt. Il a donné une interview au magazine Télérama et dans ce livre, il écrit ceci: le caractère cyclique des pandémies a conduit les experts à penser qu'une nouvelle pandémie était imminente, qu'elle tuerait des millions de personnes. La question, selon les autorités globales, n'est pas de savoir quand et où la pandémie commencera, mais si nous sommes prêts à affronter ses conséquences catastrophiques. La pandémie bouleverse la vie sociale, non seulement parce qu'elle tue des individus en série, mais aussi parce que la contagion entraîne la panique et la méfiance. C'est un texte prémonitoire à la lumière de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Nous sommes confrontés à ce que les sociologues et anthropologues appellent un fait social total, une sorte d'état de choc, un état qui se manifeste d'abord par une suppression du temps. Il nous coupe du passé et de ses repères, du présent et de sa routine, mais aussi de l'avenir dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que rien ne sera plus comme avant. D'imprévisible, le monde dans lequel nous vivons est devenu, d'une certaine manière, irreprésentable. Cette suppression du temps est le propre de tous les moments révolutionnaires, écrivait Edmond Michelet. Le temps a péri, l'espace a péri, ces deux conditions matérielles auxquelles la vie est soumise. Étrange vita nuova qui commence pour la France, sauf que ce n'est pas une révolution que nous vivons, pas plus qu'une guerre d'ailleurs, écrivent Arthur Denouveau et Antoine Garapon dans un tract Gallimard, tract de crise, intitulé Du choc à l'expérience. Nous vivons en même temps le stade ultime du monde d'hier et un stade premier du monde de demain. C'est un peu le moment, le kéros dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous vivons la première crise globale de ce monde globalisé dont l'histoire s'écrit depuis bientôt 50 ans. Pour essayer d'approcher cette expérience qui nous est imposée et qui nous est commune, expérience de déconfinement, il n'est pas inintéressant dans un premier temps de faire un retour et de mobiliser la littérature. C'est ce que beaucoup ont fait. On a beaucoup fait référence à de nombreux auteurs, à de nombreux textes, pour certains très connus, pour d'autres moins. Michel Foucault, le philosophe, dans Histoire de la folie à l'âge classique, montre combien les épidémies, comme il l'écrit, constituent le phénomène par excellence capable de pulvériser nos rêveries de maîtrise absolue. Le Covid, la pandémie de Covid-19 est en train de pulvériser notre rêve de maîtrise absolue du monde dans lequel nous vivons.
On pourrait évoquer Albert Camus, hein, qui écrit La peste en 1947. Et dans ce roman, on retrouve des passe-droits, ceux qui veulent préserver leurs privilèges, ceux qui fuient la ville en quarantaine, ceux qui bravent les interdits. On y désigne des boucs émissaires. Il y a des fausses rumeurs. Le monde n'a pas changé. Il écrit ceci, je le cite, cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir et que sans doute devrait accomplir encore contre la terreur et son arme inlassable, malgré leur déchirement personnel, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux, s'efforcent cependant d'être des médecins. Les foyers d'infection sont en extension croissante. À l'allure où la maladie se répand, si elle n'est pas stoppée, elle risque de tuer la moitié de la ville avant 2 mois. Par conséquent, écrit Albert Camus, il importe, il importe peu que vous l'appeliez peste ou fièvre de croissance, il importe seulement que vous l'empêchiez de tuer la moitié de la ville. Personne n'avait encore accepté réellement la maladie. La plupart étaient surtout sensibles à ce qui dérangeait leurs habitudes ou atteignait leurs intérêts. Leur première réaction, par exemple, fut d'incriminer l'administration. C'est en 1947 que Camus écrit, il parle du sentiment de l'exil de ceux qui vivent la quarantaine. On pourrait évoquer, on a tous pensé à Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste, et cette célèbre phrase, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nous ne mourrons pas tous, heureusement, mais tous, nous sommes frappés par ce confinement qui nous a été imposé. On pourrait évoquer le célèbre roman d'Alessandro Manzoni, Les Fiancés, écrit dans les années 1820-1840, qui est une histoire milanaise du XVIIe siècle, qui se déroule dans la Lombardie, ravagée par la guerre et la peste entre Bergame et Milan. On aurait pu évoquer Roméo et Juliette de Shakespeare ou encore Thomas Mann avec Mort à Venise, écrit en 1913. La Revue des Deux Mondes, elle, a fait référence et évoqué Boccace et le Décaméron écrit en 1353, ouvrage né de la Grande Peste de 1348, dans lequel déjà des jeunes quittent Florence pour se réfugier à la campagne. Et la Revue des Deux Mondes, commentant ce Décaméron, écrit, je la cite, « Mais l'angoisse est un sentiment diffus qui caractérise notre être au monde, qui sous-tend notre existence d'être libre, obligé de se choisir et de se saisir lui-même. Faire de tels choix existentiels est particulièrement difficile dans une crise qui vous sépare du monde. C'est l'expérience à laquelle sont confrontés les 10 personnages du Décaméron qui ont fui la terrible peste qui a ravagé Florence en 1348. Et on sait qu'ils s'immunisent en se racontant des histoires, et ce sont ces histoires qui sont le propos de Boccace dans le Décaméron. Se raconter des histoires pour remettre un peu d'ordre dans le monde chaotique qui est le leur. Voilà ce que font les personnages du Décaméron, écrits dans ce journal d'un confinement, la Revue des Deux Mondes. Comme nous sommes dans l'attente de cette fin de déconfinement, dans l'attente de quelque chose, on aurait pu évoquer le grand ouvrage de l'attente, qui est celui de Dino Buzzati, écrit lui en 1949, Le désert des Tartares. Pardon, effectivement, écrit-il, s'avançait contre Giovanni Drogo, un jeune soldat qui est monté au fort pour protéger la ville de l'ennemi, l'ultime ennemi. Non point des hommes semblables à lui, tourmentés comme lui par des déserts et des douleurs, des hommes d'une chair qu'on pouvait blesser, avec des visages que l'on pouvait regarder, mais un être tout-puissant et méchant. Il n'était pas question de combattre sur le sommet des remparts, au milieu des coups de canon et des cris exaltants, sous un ciel printanier tout bleu. Il n'y avait pas d'amis à côté de vous dont la vue vous redonne du courage. Il n'y avait pas non plus l'âcre odeur de la poudre, ni de fusillade, ni de promesse de gloire. Tout va se passer dans la chambre d'une auberge inconnue.
comme pour nous, tout se passe dans nos appartements, dans nos maisons, à la lueur d'une chandelle, dans la solitude la plus totale. On ne combat pas pour repartir couronné de fleurs par un matin de soleil au milieu des sourires des jeunes femmes. Il n'y a personne qui regarde personne ne vous dira bravo. Oh, c'est une bataille bien plus dure que celle qu'il souhaitait jadis. On pourrait évoquer Julien Gracq avec un balcon en forêt qui raconte la drôle de guerre d'un lieutenant affecté aux avant-postes de la ligne Maginot en 1940. Tapis là dans l'irréalité d'un fléau dont l'ennemi est tenu hors de vue, cet officier désamarré progressivement de la grande histoire finit par attendre stoïque l'écroulement général du pays et sa propre mort, sans leur opposer autre chose qu'une prise de conscience tardive mais plénière de l'extrême beauté du monde sylvestre qui l'entoure. L'hypnotique forêt des Ardennes, c'est Amaury Norroy dans un tract de crise paru chez Gallimard intitulé La beauté vénéneuse du monde. Vous avez vu que j'avais cité à plusieurs reprises tract de crise de Gallimard. Je vous invite à aller sur le site des éditions Gallimard et vous pouvez accéder gratuitement en ligne à ces tracts de crise où de nombreux écrivains, historiens, sociologues, philosophes écrivent des textes de 4, 5, 6. Edgar Morin lui en a écrit une dizaine de pages, mais il peut, lui. Et c'est intéressant parce que cela nous donne à réfléchir sur cette expérience qui nous est imposée. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, écrit, je le cite, « La ville pestiférée, toute traversée de hiérarchie, de surveillance, de regard, d'écriture, la ville immobilisée dans le fonctionnement d'un pouvoir extensif qui porte de façon distincte sur tous les corps individuels. C'est l'utopie de la cité parfaitement gouvernée. La peste, c'est l'épreuve au cours de laquelle on peut définir idéalement l'exercice du pouvoir disciplinaire. Pour faire fonctionner selon la pure théorie les droits et les lois, les juristes se mettent imaginairement dans l'état de nature. Pour voir fonctionner les disciplines parfaites, les gouvernants rêvent d'un état de peste, d'un état de pandémie, d'un état de Covid-19 d'une certaine manière. Et on voit bien que dans le débat sur sécurité et liberté qui nous est imposé aujourd'hui, nous sommes dans cette sensibilité ou approche de la question. Philippe Dagen, dans le journal Le Monde, s'est interrogé pour savoir pourquoi on voyait se multiplier depuis de nombreuses années de nombreuses histoires de désastres et que ces histoires de désastres étaient contemporaines, dit-il, de l'accroissement de la puissance des hommes. Est-il fortuite, écrit-il, que l'un des premiers textes de science-fiction soit La peste écarlate de Jack London, paru en 1912, en pleine époque de progrès aux États-Unis. London y raconte comment, en 2073, dans un monde redevenu sauvage à la suite d'une pandémie, un vieux professeur qui a survécu tente de décrire à ses petits-enfants la civilisation qui a été anéantie en 2013 par la peste écarlate, The Scarlet Plague. Il vit dans une grotte et il a conservé des livres et un alphabet au cas où la civilisation se reformerait. Quelles leçons tirer de tous ces écrits, de ces romans, de ces histoires, qui sont les individus les plus redoutables en cas d'épidémie, les malades ou ceux qui cèdent au cynisme, comment vivre pendant, avant et ensemble après la catastrophe? Que nous apprennent ces récits sur nous-mêmes? Aurélie Palude, qui est une historienne, dans un ouvrage qui lui aussi va bientôt paraître aux presses universitaires de Rennes, La contagion des imaginaires, écrit « Particulièrement exhibée dans le récit d'épidémie, la fragilité rassemble l'humanité par-delà les cultures et les religions et conduit à poser le principe éthique de la responsabilité. La contagion apparaît comme un moyen privilégié de questionner le rapport à autrui, cet autre désormais perçu, à tort ou à raison, comme une menace. Mais nous allons voir que cette épidémie de Covid-19 nous impose effectivement de repenser notre rapport à l'autre.
On peut aussi, c'est évident, parce que ça s'impose, faire un retour à l'histoire. C'est le deuxième point que je voulais développer. On a beaucoup évoqué depuis quelque temps la grippe espagnole. Les historiens nous le rappellent, toutes les grandes épidémies de l'histoire sont liées à la multiplication des échanges. Que ce soit la peste de 1348-1350 au Moyen Âge, directement liée à l'essor des grandes foires, des grandes villes du Moyen Âge, que ce soit la peste de 1920 à Paris, que ce soit aussi la grippe espagnole amenée en Europe sans doute parmi les soldats d'origine animite dès 1916-1917 et surtout amené par l'armée américaine à partir de 1918. On l'appelle grippe espagnole d'ailleurs parce que à l'époque, c'est la presse espagnole qui en avait parlé la première et de la manière la plus importante. À l'époque d'ailleurs, les mesures qui avaient été prises ressemblent à celles qui nous sont imposées aujourd'hui au niveau de l'hygiène, au niveau de la distanciation, la fermeture des lieux publics. On parle beaucoup en ce moment de l'hypothèse d'une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. L'histoire nous dit qu'il y a eu 3 vagues dans l'histoire de la grippe espagnole. Une première au printemps 1918, une deuxième à l'automne 1918 et une troisième au printemps 1919. La société, nous dit l'historien Freddy Vinet, va oublier cet épisode de la grippe espagnole. Il y a une véritable omerta, écrit-il, qui s'est installée sur la mémoire de cet événement. Mais est-ce qu'on se souvient de cette grippe qui a été évoquée ces derniers temps par quelques historiens, de la grippe de Hong Kong qui en France avait fait 30 000 morts en 1969? On ne s'en souvient pas. Est-ce que nous aussi, nous n'aurons pas tendance à vouloir fermer la parenthèse et faire comme si cette épidémie de Covid-19 n'avait pas eu lieu? Nous allons devoir prendre conscience, comme l'ont fait beaucoup de ceux qui nous ont précédés, prendre conscience que la solidarité se révèle à nous dans cette crise du Covid-19, comme d'ailleurs d'autres épidémies ou maladies avaient révélé aux hommes et aux femmes qui habitaient le monde des années 1890-1914 que la solidarité était essentielle. Le Covid-19 nous donne à voir l'autre comme une menace, mais aussi comme quelqu'un dont dépend notre vie. Il nous révèle et rend visible l'invisible. Nous sommes des êtres en dette et nous avons besoin les uns des autres. Dans un numéro du journal La Croix, Eri Del Luca a écrit cette phrase qui me paraît fondamentale pour aujourd'hui et pour demain: le soin de soi coïncide avec le soin des autres. Nous sommes dépendants les uns des autres. Cela conditionne notre responsabilité. Nous sommes invités à prendre notre part dans les épreuves communes, car nous faisons ensemble l'expérience de la peur. Paolo Giordano, qui est un romancier italien, qui va sortir un ouvrage dans quelques semaines qui s'intitule Contagion, écrit ceci, je le cite: « L'épidémie nous encourage à nous considérer comme les membres d'une collectivité. Elle nous oblige à accomplir un effort d'imagination auquel nous ne sommes pas accoutumés. Voir que nous sommes inextricablement reliés les uns aux autres et tenir compte de la présence d'autrui dans nos choix individuels. Dans la contagion, nous sommes un organisme unique. Dans la contagion, nous redevenons une communauté. » Je crois qu'il faudra nous souvenir que ce que nous dit la pandémie et l'expérience commune que nous en faisons, c'est ce que nous avions tendance un peu à oublier, c'est que nous sommes une communauté. Sur les leçons que pourrait nous apporter l'histoire, il faudra, je n'ai pas tous les éléments et toute la matière pour l'analyser aujourd'hui, mais il faudra quand même faire retour et s'interroger sur ce que l'historien lyonnais, spécialiste de l'histoire de la santé, Olivier Faure, appelle la surréaction de la société.
à cette pandémie. Parce que certes, cette pandémie est grave, mais il y en a eu de bien plus graves et de bien plus dramatiques. Et on devra s'interroger pour savoir pourquoi nous avons surréagi de manière aussi forte à cette pandémie de Covid-19 qui nous a touchés depuis le début de l'année 2020. Conséquence, et c'est mon troisième développement important et qui change et transforme notre expérience du monde aujourd'hui, c'est ce que Alain Finkielkraut a évoqué quand il écrit « Le repos forcé de l'économie et des transports est un Shabbat inespéré pour la Terre ». Corinne Pelluchon, une autre philosophe, dans le journal Le Monde, s'interroge en disant « Sera-t-on capable d'habiter autrement le monde demain ?» Paolo Giordano, que je citais il y a un instant, dans Contagion écrit « Je n'ai pas peur de tomber malade. » De quoi alors? De tout ce que la contagion risque de changer, de découvrir que l'échafaudage de la civilisation que je connais est un château de cartes. J'ai peur de la table rase, mais aussi de son contraire, que la peur passe en vain sans laisser de traces derrière elle. Et donc l'économie est à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt et nous vivons donc une drôle d'expérience. Si certains, dans les années 1940, avaient vécu une drôle de guerre, nous vivons, nous, une drôle d'expérience. Et cette expérience, qui lie le passé, le présent et à l'avenir, marque sans doute une forme de revanche de la nature. La nature va peut-être réaliser en quelques mois ce que les hommes n'arrivaient pas à faire depuis des décennies, à savoir de discipliner une mondialisation en bout de course et à remettre l'humain au centre d'une économie saisie par la démesure et saisie par l'hubris, écrivent Antoine Garapon et Arthur Denouveau dans un tract de crise que j'ai déjà cité. Nous allons devoir passer du choc que provoque la pandémie qui paralyse à l'expérience que nous en tirerons et qui insufflera ou pas un élan vital. La vraie catastrophe serait que les choses continuent comme avant, comme si de rien n'était. Et là, c'est la suite de l'histoire qui nous dira. Ce que nous savons déjà de par l'expérience, c'est que c'est imposé à nous ce que sont les choses essentielles à la vie. Se nourrir, se soigner, prendre le temps de réfléchir, de méditer, de prier, et qui manifeste brutalement l'inutilité et l'insignifiance de beaucoup de choses auxquelles nous étions attachés et qui éclatent à nos yeux aujourd'hui. L'épidémie souligne la démesure et l'irrationalité de notre système économique. Nous en faisons l'expérience, nous faisons l'expérience de l'inutilité de certaines choses, mais nous faisons aussi l'expérience du manque de ces mêmes choses. Et donc, nous serons confrontés à de véritables arbitrages quand nous allons sortir de cette expérience. Est-ce qu'on revient aux choses que nous aimons, qui nous plaisent? Donc, quelquefois, on se dit qu'elles sont peut-être superficielles, mais elles nous divertissent, comme dit Blaise Pascal dans Les Pensées. Se sont imposées à nous des professions qui désormais nous apparaissent essentielles. Celles et ceux qui nous nourrissent, qui nous soignent, qui nous enseignent, qui nous accompagnent et qui font que notre vie est meilleure et bonne à vivre. Ceux que la télévision, depuis quelque temps, appelle les héros du quotidien, ceux, entre autres, que nous applaudissons tous les soirs à 20h du haut de nos balcons et de nos maisons, et qui se caractérisent par des revenus plutôt moyens et qui pourtant sont, nous le ressentons aujourd'hui, les rouages essentiels de la vie du pays. L'économie mondiale vient de subir une crise cardiaque, un véritable arrêt cardiaque. L'économie mondiale a déraillé, elle s'effondre par pans entiers et elle ouvre sur l'inconnu d'une crise
par arrêt quasi total de la production de richesses. Et donc, nous allons en sortir, évidemment et heureusement. Mais nous allons donc expérimenter cette sortie de la, non pas de la guerre, mais la sortie de cette crise cardiaque. Nous sommes encore dans la salle de réanimation. Nous allons en sortir, nous allons mieux, nous disent les observateurs. Et à la sortie, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que l'on va repartir comme avant ou est-ce qu'on va prendre le temps de reconstruire une économie et une société dans une autre approche avec d'autres priorités? L'économie de la mondialisation s'est construite depuis 40 ans et développée sur une logique de flux qui a fait que nous avons massivement oublié que dans beaucoup de domaines, il nous fallait gérer des stocks. Et la crise nous a rappelé brutalement que nous avions besoin fondamentalement de stocks. L'État émerge du coup comme un incontournable, comme une nécessité vitale. Il fonctionne, il répond présent de partout dans tous les pays. Il faudra poursuivre la réflexion à partir de ce constat. La crise et cet arrêt cardiaque de l'économie nous révèle ce que nous savions sans en mesurer toujours l'impact ni les conséquences, c'est l'extrême dépendance qui est la nôtre aujourd'hui à un pays comme la Chine. Peut-être que cette crise de Covid-19 va clore un cycle économique qui avait commencé avec Deng Xiaoping en Chine en 1978, qui s'était poursuivi avec l'effondrement du mur de Berlin. C'est peut-être la fin ou le début du recul du capitalisme mondialisé, écrit Daniel Cohen, tel qu'on l'a connu depuis 40 ans, c'est-à-dire à la recherche incessante de bas coûts en produisant toujours plus loin. Mais en même temps, cette pandémie accélère l'entrée dans le temps d'un nouveau système économique, d'un nouveau modèle, le capitalisme numérique. Nous faisons l'expérience du télétravail, du téléenseignement, de la télémédecine. Il n'est pas possible que demain, cette expérience-là soit oubliée. Cette crise sanitaire apparaîtra rétrospectivement comme un moment d'accélération de cette virtualisation du monde, comme le point d'inflexion du passage du capitalisme industriel au capitalisme numérique et de son corollaire, l'effondrement des promesses humanistes de la société industrielle, s'interroge Daniel Cohen. La réponse à cette interrogation de Daniel Cohen, ce serait de dire comment promouvoir et continuer les promesses d'une société humaniste qui prendra acte de la révolution numérique du monde dans lequel la pandémie de Covid-19 nous a fait entrer un peu rapidement, un peu brutalement, mais en ce sens, elle est une véritable expérience. Évidemment, cette pandémie de Covid-19 va faire évoluer et fait déjà évoluer la géopolitique mondiale. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans une interview au journal Le Monde, disait, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, au mois de mai, au mois de juin, que la conséquence de la pandémie sur la géopolitique mondiale, c'est peut-être l'aggravation en pire des problèmes que nous avions avant la pandémie. J'en laisse la responsabilité au ministre des Affaires étrangères. Il est quand même bien placé pour parler de ces questions-là, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai que la géopolitique mondiale va être bouleversée par cette pandémie. Frédéric Keck, que j'évoquais tout à l'heure dans le numéro du 25 mars 2020 de Télérama, écrivait, je le cite, avec la crise du SRAS en 2003, les Chinois ont compris qu'ils pouvaient eux-mêmes utiliser les techniques de préparation aux pandémies pour faire pression dans le jeu international. Les tests, les masques, etc., c'est ce qu'ils sont parvenus à faire en reprenant la main pour enrayer le Covid-19, en sorte qu'ils servent apparemment de modèle au reste du monde à partir d'un dosage inédit entre capitalisme, autoritarisme
et anticipation des catastrophes écologiques. Au moment d'ailleurs où le leadership américain est en panne totale du fait des États-Unis d'Amérique qui ont pris la décision de se retirer des responsabilités qu'ils avaient dans les affaires du monde. Donc, arrêt cardiaque de l'économie qui bouleverse, qui remet en cause, mais n'oublions jamais que l'économie, ce n'est pas simplement une dimension numérique ou une dimension financière. L'économie, c'est le travail, c'est la création de richesses qui nous permettent tout simplement de vivre bien. L'économie n'est pas secondaire. Même si elle vit un choc inimaginable, elle est aussi importante que la santé, même si les temps que nous vivons nous font penser le contraire. Le déconfinement attendu met en jeu cette exigence de redémarrage le plus tôt possible de l'économie, car nous le savons maintenant, chaque mois de confinement pèsera très lourd sur la suite des événements. Autre expérience collective que nous faisons du fait de cette pandémie de Covid-19, c'est d'observer que la question du risque revient en force dans nos sociétés. La pandémie mondiale qui secoue notre monde aura des conséquences plus profondes, plus graves et plus durables que toutes les autres crises affrontées ces dernières décennies. Véritable choc, écrit Denis Kessler, qui est le PDG d'un groupe de réassurance, le groupe SCOR, qui est un grand spécialiste des questions assurantielles. Et il écrit ceci en parlant de cette pandémie, véritable choc. Cet événement a des spécificités, un espace-temps particulier. Il n'a pas de responsable identifié, exogène ou endogène. Il est invisible. Il renvoie donc au concept de vulnérabilité et à l'angoisse que cela produit. Conséquence, nous dit Denis Kessler, l'aversion au risque des populations va significativement augmenter avec des conséquences économiques, sociales et politiques. L'ère de la vulnérabilité placera la gestion du risque au cœur de toutes les responsabilités. La pandémie de Covid-19 nous fait entrer en force, un peu brutalement, mais en force, dans un temps désormais qui s'imposera de plus en plus à nous, qui sera celui de la précaution, de la prévention, de la précaution et de la protection face à la vulnérabilité. Mais on sait que s'il y a un risque du côté de la vulnérabilité, il y a aussi un risque qui émerge avec le développement de la surveillance numérique invasive qui se profile à l'horizon, avec l'utilisation de la géolocalisation des smartphones pour lutter contre la pandémie. Défi majeur, on le sait, pour nos libertés publiques. On sait grâce à Orange, qui fournit des services de téléphonie mobile, on sait grâce à Orange qu'à la veille de l'entrée du pays en confinement, 17% des habitants d'Île-de-France ont quitté la région. Donc, c'est là aussi un véritable enjeu. Cette crise se traduit par un grand retour de l'État. Alors, d'un État dont il faudra nuancer la réalité, parce qu'ici, c'est un État central en France, mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est un État fédéral. On sait qu'en Allemagne, ce sont les régions qui ont été l'acteur déterminant de la politique sanitaire. On a peut-être le sentiment d'ailleurs que ça a été plus efficace en termes de résultats que la centralisation opérée par l'État français. Mais en tout cas, il y a un grand retour de l'État dans la vie quotidienne, mais aussi dans l'économie. La banque Natixis, dans une note du 30 mars, évoque la fin d'un capitalisme néolibéral avec la baisse importante du commerce mondial, qui est une réalité, le fort recul des investissements étrangers en Chine et la volonté des États de protéger leur industrie stratégique et la demande forte d'une protection sociale accrue. On entre donc, qu'on le veuille ou non, dans une nouvelle phase de l'histoire économique et sociale. On parle d'un retour à des chaînes
régional de valeur, donc fabriqué plutôt en Europe plutôt qu'en Chine. Mais on sait aussi que tout cela, c'est au prix d'une augmentation colossale de la dette publique. Et ça, c'est un problème que j'aurai aussi l'occasion d'évoquer, je pense, soit au mois de mai, soit au mois de juin. En tout cas, la pandémie est un accélérateur du monde qui vient. L'Europe joue son destin. Nombreux sont ceux qui le disent. Sortira-t-elle plus puissante ou plus faible? La désintégration du leadership américain, qui n'est plus la nation indispensable que nous connaissions, la volonté chinoise d'instrumentaliser cette pandémie. À cette occasion, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais nous devrons, face à la montée en puissance de la Chine, nous souvenir quand même de la double faute de ce pays dans la gestion de la pandémie. D'abord, première faute, ne pas avoir informé dès le mois de décembre, alors qu'il le savait, et d'attendre le 20 janvier pour commencer à donner des informations précises sur la nature gravissime de cette pandémie de Covid-19. Et la deuxième faute, c'est la pression que la Chine a exercée sur l'Organisation mondiale de la santé. Il ne faudra pas l'oublier le moment venu. L'Union européenne, et je le disais à la croisée des chemins, Jean Monnet l'a suffisamment dit, l'Europe se fera dans les crises, et donc c'en est une de plus, elle sera, cette Europe, la somme des solutions apportées à ces crises. Et là, on a le sentiment que l'Europe est ambivalente. Elle est au rendez-vous. Qu'on le veuille ou non, l'Europe est au rendez-vous. Et là, déjà, mis sur la table 2500 milliards d'euros pour soutenir les États, soutenir les pays et commencer à activer la relance de l'économie. On verra si cela est confirmé parce que par ailleurs, il y a toujours les réflexes nationaux bien compris qui paralysent par ailleurs la volonté européenne. Ce que nous savons et qu'a écrit l'historien israélien Yuval Noah Harari dans le journal Le Monde, c'est que la véritable antidote à cette pandémie de Covid-19 et à ses conséquences sociales, économiques, politique, géopolitique, ça n'est pas la fermeture, ça n'est pas la ségrégation, mais c'est la coopération. L'épidémie n'a pas besoin de la mondialisation pour se répandre à la surface de la Terre, écrit-il dans le journal Le Monde. C'est l'information partagée qui permet de la vaincre. La véritable protection vient du partage de l'information et de la solidarité internationale. Pour terminer mes réflexions sur cette expérience commune, je reviens vers nous, en tant qu'individus, personnes, citoyennes et citoyens. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes assiégés par une épidémie pulmonaire. Nous nous défendons contre ces tentatives d'étouffement, écrivait Eri Del Luca, que j'ai cité tout à l'heure dans le journal La Croix du 27 mars. C'est là qu'il écrivait « Le soin de soi coïncide avec le soin des autres ». Plus nous aurons le soin de nous-mêmes, plus en même temps nous aurons le soin des autres. C'est la nécessité de se sentir une communauté, d'un être ensemble qui se révèle. Mais c'est vrai que cette épidémie est d'abord et avant tout le révélateur de nos fragilités, fragilités que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer pour vous à de nombreuses reprises. Une plus grande sensibilité aux thèses complotistes, on le sait, ce besoin irrépressible de chercher et de trouver des boucs émissaires. Nous le savons. Et on a bien vu que autour des polémiques et des rumeurs, hein, tout ce qui s'est dit et contredit et polémiqué autour de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult montre bien l'extrême sensibilité qu'il y a à la nôtre. Révélateur aussi de notre profonde vulnérabilité dans un monde qui a tout fait
pour nous faire oublier que nous étions vulnérables. Corinne Pelluchon, que j'évoquais tout à l'heure, écrit ceci dans Le Monde. Nos modes de vie et tout notre système économique sont fondés sur une forme de démesure, de toute puissance consécutive à l'oubli de notre corporéité. Celle-ci n'est pas seulement le fait d'avoir un corps et d'être mortel, mais elle désigne la prise en compte de la matérialité de notre existence et de notre dépendance à l'égard des conditions biologiques, environnementales et sociales de notre existence. Pardon. On a observé aussi, à titre individuel et en même temps collectif, le triomphe de la prévision rétrospective, de ce que certains spécialistes appellent le sophisme narratif en temps de crise. Cette prévision rétrospective fait florès en ce moment. Combien de journalistes, de commentateurs, de personnalités politiques qui n'ont de cesse de dire que les mesures prises par le gouvernement l'ont été trop tardivement. Ces personnes sont victimes d'un biais rétrospectif. Réinterpréter le passé à la lumière du présent comme si tout ce qui est arrivé était inéluctable, donc prévisible. Il était certain qu'une pandémie allait advenir. Ah bon? Il était certain que nous manquerions de masques et de tests. Ah bon? Il était évident que le confinement aurait dû être déclaré plus tôt. Je pense là à Macbeth de Shakespeare. La vie est un récit conté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Alors que, nous le savons, et je l'ai suffisamment analysé pour vous, et vous avez dû souvent y penser ces derniers temps, nous vivons dans un monde marqué par une instabilité systémique qui est faite de volatilité, d'incertitude, d'ambiguïté et de complexité. Et il n'est pas facile de gérer une instabilité systémique en même temps que systématique. Dans notre expérience individuelle de ce temps de confinement, nous avons vu aussi que la mort avait fait un retour. Et cette mort n'a jamais été aussi présente. Le sens des funérailles et les rituels dont on nous prive, dont on prive certains aujourd'hui. À aucun instant, je n'ai pensé à cette situation terrible que beaucoup ont maintenant à affronter, celle de ne pas pouvoir accompagner, assister, celle d'avoir l'interdiction d'être là, écrit Claire Fersac dans un tract de crise de Gallimard qui s'intitule « Ces morts qu'on n'accompagne pas ». Gaëlle Clavandier, qui est une anthropologue, dans un ouvrage « La mort collective pour une sociologie des catastrophes », écrit, je la cite, « Ne pas prendre soin du mort, se débarrasser de son corps comme s'il s'agissait d'un déchet ou d'une charogne, donne aux femmes et aux hommes le sentiment qu'ils ont perdu leur humanité. L'épidémie bouleverse les rituels funéraires qui permettent d'instaurer des relations paisibles entre les vivants et les morts. » Camille Riquier, qui est vice-recteur de la recherche à la Catho de Paris, à l'Institut catholique de Paris, écrit, je le cite, « La tête est ailleurs. La maladie, le mort nous hante et se sont introduites à domicile, chez nous, dans nos pensées et dans nos chairs. Elles nous replacent devant les questions les plus vitales, à côté desquelles ce que nous tenions hier pour essentiel paraît aujourd'hui bien dérisoire. Peut-être que nous savons sourdement que l'origine de cette pandémie n'est pas et ne peut être un nouveau pangolin, qu'elle a une cause profonde, sociale et économique, plus encore que bactériologique. C'est la société secouée par de nombreuses crises qui a fini par se rendre malade. C'est elle, en un sens, qui, par le truchement de nos corps, est contrainte de se coucher pour la première fois dans un lit. Tout à l'heure, je disais que l'économie avait vécu et subi une crise cardiaque, et Camille Riquier nous dit que
la société malade a ressenti le profond besoin et désir, pour la première fois dans son histoire, de se mettre au lit. Nous nous sommes mis au lit, nous nous sommes couchés, nous nous sommes arrêtés. La crise que nous traversons, écrit Camille Riquet, c'est un peu long, mais je pense que sa pensée est fondamentale et révélatrice de cette perte de croyance qui affecte notre époque, révélatrice de la maladie du croire. Nous croyons moins que nous voulons croire et nous sommes moins critiques que paralysés dans nos jugements qu'on laisse volontiers en suspens. Par le haut, la raison n'est plus la boussole critique qu'elle était il y a peu encore et qui nous prémunissait contre les superstitions de toutes sortes. Par le bas, nous nous sommes tous aussi bien délestés des anciennes autorités, les États, les églises, l'école, la presse, auxquelles nous avions coutume de confier le soin d'éclairer notre opinion. Et nous flottons entre les deux, là où l'imaginaire règne en maître. La crédulité nouvelle de nos sociétés qu'il constate, Camille Riquier, et qui se constate, écrit-il, sur les réseaux sociaux, par la manière même de se rapporter à une figure comme celle du professeur Didier Raoult, notre croyance se branche sur la peur et non plus sur le plaisir. On a subi et nous subissons aujourd'hui ce que, un peu durement d'ailleurs, Alain Finkielkraut a appelé, je le cite, le tribunal de la bêtise surinformée. Je le cite, écrit dans le Figaro du 27 mars, et pour rendre la tâche de ceux qui nous gouvernent encore plus difficile, on en fait les boucs émissaires de nos peurs primaires. On les traduit devant le tribunal de la bêtise surinformée et on veut les contraindre à prendre des décisions qu'on leur reprochera ensuite avec la même arrogance d'avoir prises. En ce temps de crise, écrit Douglas Kennedy, le flot incessant de l'information continue devient un peu comme la roue de hamster dans notre tête. Ça tourne et tourne et tourne en vous submergeant d'images d'un présent catastrophique, en nous répétant indéfiniment ce que vous savez déjà et en suscitant une panique existentielle tous azimuts. On pourrait évoquer le complotisme qui rayonne et qui se répand de partout. On l'a vu avec cette théorie du complotisme, on l'a vu au moment où Agnès Buzyn a démissionné de son poste de ministre de la Santé et qui avait eu quelques phrases, il faut le reconnaître, un peu malheureuses quant à l'épidémie. Et Gilbert Collard du Rassemblement national, reprenant sa réflexion, disait, évoquant des coïncidences prétendument troublantes, elle savait, mais elle n'a rien dit. Elle savait, mais elle n'a rien dit. Et chose étonnante, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise évoque les aveux de la ministre de la Santé, la preuve que, et ce vocabulaire des aveux, ils savaient, ils n'ont rien dit, renvoie à ce complotisme qui rayonne et qui se répand et qui se structure très souvent d'ailleurs et très souvent dans ces forces politiques-là autour de la thématique du mensonge d'État. C'est évident aussi que cette épidémie de Covid-19 bouscule, déstabilise, ébranle nos démocraties. Elles vivent la crise sanitaire comme une véritable épreuve parce que cette épidémie met à l'épreuve nos libertés fondamentales. Confinement, surveillance, géolocalisation. On a bien vu que la loi du 23 mars, loi d'état d'urgence sanitaire, inscrit dans le Code de la santé, a été publiée en raison des circonstances particulières. Circonstances particulières, circonstances exceptionnelles. On sait bien aujourd'hui qu'il y a un grand débat. Est-ce que les démocraties sont plus capables de faire face que les régimes autoritaires
voire très autoritaires, voire dictatoriaux, comme la République populaire de Chine, c'est un débat sur lequel nous aurons à revenir. Mais j'aimerais conclure cette réflexion sur cette expérience qui a été la nôtre du confinement face à l'épidémie de Covid-19. Ne serait-ce que pour rappeler, et on m'a souvent trouvé un peu pessimiste dans les conférences de l'UNIVA, rappeler que, une fois de plus, cette pandémie de Covid-19 est la manifestation du retour du tragique dans nos vies. C'est le retour du tragique. Donc, quand on dit retour du tragique, en fait, il faut surtout intégrer l'idée qu'il n'y a pas un retour du tragique parce que le tragique ne nous a jamais quittés. Simplement, on a essayé de l'oublier. Repenser à Blaise Pascal et les pensées écrites en 1670. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères, car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Et donc, le tragique de l'existence fait partie de notre réalité. En même temps, nous savons très bien que grâce à cette expérience collective que nous vivons, que nous touchons du doigt, que ensemble, faisant communauté, nous sommes en capacité de faire face à la réalité qui s'impose à nous désormais. Ensemble, nous ferons face. Mais prenons la mesure de ce qui nous arrive. Cynthia Fleury, la philosophe, nous le rappelle, en parlant de la pandémie, c'est une répétition générale pour autre chose. Et cela me glace déjà le sang. C'est la deuxième crainte qui m'agite, c'est celle de l'absence d'apprentissage et de transformation de nos modes de vie. Passer à côté de la chance, cela s'est vu tant de fois. Ne pas saisir le kéros, c'est-à-dire le moment opportun, retourner à la condescendance meurtrière. Nous sommes nombreux à le craindre, mais il nous faudra être très vigilants face à l'endormissement futur qui se profile. Toutes les mauvaises raisons trouvées pour continuer comme avant, car nous serons dans une phase de récession économique et l'on nous expliquera qu'il n'est pas temps encore de faire autrement, qu'il y a le feu économique et qu'il faut éteindre et que celui-ci ne s'éteint qu'avec le poison inflammable tant de fois dénoncé. C'est une vraie question et une première question qui nous est posée. Le vrai défi, dit Corinne Pelluchon, c'est de faire de cette crise l'occasion d'une transformation individuelle et collective afin que la conscience de notre vulnérabilité, de notre appartenance à un monde plus vaste que soi, de notre lien au vivant, devienne un savoir incarné et vécu qui transforme nos comportements. Car c'est nous, toujours nous, avec nos comportements, qui sommes à l'origine de ce qui nous arrive avec la pandémie de Covid-19. Les lendemains qui vont venir seront-ils des lendemains qui chantent? Le chef de l'État nous a parlé des jours heureux. Et quand il évoquait les jours heureux, l'historien que je suis sait qu'il faisait allusion à ces jours d'après la Seconde Guerre mondiale, quand nous sommes entrés dans le temps de la reconstruction. Et je crois qu'il faut penser ce moment comme cela, non pas faire comme si de rien n'était et repartir comme ça avait fonctionné avant, mais se dire qu'après l'épreuve que nous avons vécue, il est désormais temps de reconstruire quelque chose de nouveau. Françoise Fressos, dans Le Monde, le dit, avant de penser le monde d'après, il faudra se coltiner un champ de ruines. On ne mesure pas pour le moment les conséquences économiques et géopolitiques de cette catastrophe sanitaire mondiale. Mais plus la crise sanitaire durera, plus celle-ci, les conséquences économiques, seront profondes et graves. Et donc, il faudra en même temps, comme le dit Françoise Fressos, il faudra en même temps relever l'économie, répondre aux défis et aux conséquences économiques
de cet arrêt cardiaque qu'a vécu l'économie mondiale et en même temps la reconstruire en pensant qu'il est nécessaire de reconstruire un monde différemment. Ce que nous enseigne, et je pense que là la leçon devra être profitable si on est capable d'en conserver la mémoire, c'est que nous avons saisi, expérimenté que nous avions besoin que les autres se protègent pour nous protéger, que nous avons besoin que nous portions tous un masque pour que tout le monde se sente bien à vivre dans la cité. Et donc nous expérimentons concrètement que nous avons besoin les uns des autres. Il ne faudra pas oublier ensemble cette expérience. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de prendre soin de vous comme vous allez prendre soin des autres. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Au revoir.